Alors Catherine Goldstein va parler tout de suite. On la parole maintenant. Catherine est mathématicienne et historienne des mathématiques. Elle est directrice de recherche au CNRS, à l'Institut de mathématiques de Jussieu. Elle a fait d'abord une partie de sa carrière sur la théorie des nombres et elle a aussi ajouté à sa spécialité son travail, l'analyse de l'histoire de cette théorie et de ses acteurs. Et elle a présidé l'association Femmes et Mathématiques et est actuellement, je pense encore, responsable d'un groupe de réflexion sur la parité au sein du conseil scientifique de l'INSMI. Et elle va nous parler de ce sujet important. Je vous donne la parole tout de suite. Merci beaucoup. Parce que je vais avoir un exposé, est-ce que vous m'entendez correctement ? Pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Donc, ma position sera évidemment un petit peu différente de celle de l'exposé qui précède. Dans ma génération, il n'y avait pas de rugby féminin. Et donc, j'ai dû adopter pour essayer de faire le maximum de choses différentes, parce que là, je me reconnaissais tout à fait dans ce désir de ne pas lâcher un certain nombre de disciplines, d'autres points de vue. Et donc, c'est de cet autre point de vue dont je vais parler aujourd'hui. On peut penser que c'est un biais bizarre d'aborder la question des mathématiques par les femmes qui en seraient absentes. Et je voudrais vraiment garder un seul message peut-être pour toute mon intervention, qui est que j'ai appris à découvrir le fait que, pendant toutes ces années, regarder où sont ou où ne sont pas les femmes par rapport aux mathématiques est en fait un excellent moyen de comprendre un certain nombre de phénomènes sur les mathématiques elles-mêmes. Donc mon exposé est moins dirigé vers les questions de femmes dans les mathématiques que des questions de mathématiques telles qu'elles sont révélées par le problème des femmes en mathématiques. Et juste pour prouver ça immédiatement, je voudrais commencer par deux citations qui montrent d'une part que la question des femmes en mathématiques et des mathématiques par rapport aux femmes est un problème de longue durée, même s'il s'est posé de manière très différente au fur et à mesure de l'évolution, bien sûr de la condition des femmes, mais surtout aussi, je pense, de l'évolution des mathématiques dans la société. Et ces deux citations, donc il y en a une du XVIIIe siècle qui vient d'une revue allemande, qui était destinée à promouvoir la culture des femmes en particulier et qui établit dans cette culture des divisions fortes dans lesquelles, en particulier, il n'est pas question de demander aux femmes de faire des mathématiques, même si elles ont accès à d'autres régimes de savoir. Pourquoi ? Parce que la mathématique est trop abstraite, trop profonde et trop éprouvante pour une jeune fille. Donc vous voyez immédiatement, dès l'abord, que c'est par des adjectifs adressés aux mathématiques qu'on pose le problème des femmes par rapport aux mathématiques. Une autre phrase tout à fait intéressante, à mon avis, est un jugement porté au début du XXe siècle sur une mathématicienne qui est très célèbre, dont les travaux ont été largement réhabilités depuis, je le dis tout de suite. C'est la première chose qui vient à l'esprit, dit Felix Klein, donc un mathématicien qui travaillait à l'époque dans le centre de mathématiques de Göttingen, et que ses travaux sont écrits en étroite proximité et tout à fait dans le style de Weierstrass, donc un mathématicien important berlinois, si bien qu'on ne sait pas à quel point ils contiennent des pensées propres et indépendantes. Des doutes ont aussi été exprimés sur la fiabilité de ces derniers travaux. Pourquoi je pense que ça s'adresse aux mathématiques ? Parce qu'on parle de style et de l'identification de plusieurs styles de mathématiques, et aussi le fait, qui a été contredit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, par l'intervention précédente de Pierre-Louis Lyons, comme si, par le fait que les mathématiques seraient une création complètement individuelle. C'est-à-dire le fait de reconnaître un style serait l'identification d'une position subalterne. Alors qu'on sait au contraire qu'il y avait des écoles berlinoises, qu'il y avait des gens qui travaillaient dans la continuité et collectivement, et que cette question n'a jamais été posée à ces gens de cette manière. Comme j'ai dit, le travail de Sofia Kowalewskaja a été tout à fait réhabilité depuis ce temps-là. Cette question de savoir si on peut effectivement adresser un rôle aux femmes a été posée dans une autre circonstance qui est de Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, qui a écrit un texte très connu maintenant, Figure de mathématicienne, dans un recueil
qui, après la Deuxième Guerre mondiale, s'efforçait justement de faire ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense, c'est-à-dire de discuter les questions de mathématiques dans la société. Elle dit effectivement qu'avec un certain nombre de développements sociaux, par exemple celui de l'enseignement féminin, ou bien le bouleversement des préjugés, ou bien les modifications du genre de vie et du rôle assigné à la femme, il y aura une révision du rôle dans la science. Et on verra alors dans quelle mesure elle pourra, à l'égard de l'homme, sortir du rôle d'excellente élève ou de collaboratrice, ce qu'on a vu être le rôle assigné par Félix Klein à Sofia Kolewski, pour rejoindre ceux de nos savants dont l'œuvre a ouvert des voies nouvelles et porte la marque du génie. En fait, dès l'époque de Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, qui était la première femme admise en mathématiques rue d'Ulm, et pas à l'école de Sèvres. À l'époque, il était encore possible de se présenter rue d'Ulm pour une femme. Ça a été évidemment arrêté quelques années après, quand les femmes ont commencé à y rentrer, pour être rétabli au moment de la fusion des deux écoles normales, dont on aura peut-être l'occasion de reparler plus tard. Donc, elle était admise à l'ENS d'Ulm. Elle a été agrégée à égal rang avec celui de Claude Chevalet en mathématiques, à l'agrégation masculine, et elle a eu des postes de professeur. Donc c'est quelqu'un qui était au cœur des mathématiques du XXe siècle en France. Et elle connaissait parfaitement bien quelqu'un qui n'était pas dans le rôle d'une excellente élève ou de collaboratrice parfaite, mais avait rejoint ceux dont l'œuvre ouvrait des voies nouvelles et portait la marque du génie, c'est-à-dire Émile Noether. Or, je pense que le cas d'Émile Noether est un cas qui est tout à fait intéressant et crucial parce qu'elle a été parfaitement reconnue comme une des personnes les plus importantes pour le développement des mathématiques au XXe siècle. Et comme vous le savez sans doute, elle n'a jamais eu de poste permanent en Europe, de poste important en Europe. Et je pense que ça montre très très clairement que dans cette question des femmes et des maths, il n'y a pas seulement la question de la création des femmes en tant que telle, mais la question de qu'est-ce qui va faire compter, qu'est-ce qui va compter pour les mathématiques, qu'est-ce qui va finalement donner une image des mathématiques à un moment donné dans une société donnée. Donc, je veux juste vous donner deux types de citations. Là encore, je suis dans un propos un petit peu général. Deux types de citations. Les unes qui vont vous montrer qu'elle était, dès son époque, parfaitement reconnue en tant que chercheuse exceptionnelle et remarquable. L'une, c'est une citation d'Albert Einstein, qui ne peut pas être accusé d'être trop féministe ou trop généreux avec les jeunes. Il a, au contraire, il s'est assez mal comporté avec un certain nombre de personnes. Mais en l'occurrence, sur Noether, il dit « J'ai reçu de mademoiselle Noether un travail très intéressant. C'est le travail dans lequel elle établit des relations entre les invariants et les lois de conservation en physique. Je suis impressionnée par le fait que ces choses puissent être comprises d'un point de vue aussi général. Cela n'aurait pas fait de mal à la vieille garde de Göttingen, et dans la vieille garde de Göttingen, il y a Félix Klein, dont je vous ai lu la citation sur Sofia Kolewskaïa il y a quelques minutes, d'être envoyée à l'école de mademoiselle Noether. Elle semble connaître vraiment son métier. Donc là, il n'est plus question seulement de création mathématique particulière, il est aussi question de métier des mathématiques et de la profession. Or, du point de vue de cette profession, les problèmes qu'elle a rencontrés ne sont pas seulement liés à une mauvaise estimation de sa recherche. Comme le dit Hermann Weyl, qui donc a été en contact avec elle dès cette période, j'ai gardé un souvenir très vif d'elle lorsque j'étais professeur invité à Göttingen pendant le semestre d'hiver 1926-1927. Elle était dans l'auditoire pendant qu'il faisait des conférences et je me souviens de nombreuses discussions quand je rentrais à la maison après les conférences avec elle et von Neumann, dont on vient d'entendre parler justement, à travers les rues froides, sales, humides de Göttingen. Quand je fus nommée de manière permanente à Göttingen en 1930, je tentais sérieusement d'obtenir du ministère une meilleure position pour elle, parce que j'étais honteux d'occuper un poste privilégié à côté d'elle, dont je savais qu'elle m'était supérieure à beaucoup d'égards en mathématiques. La tradition, les préjugés, des considérations extérieures. Bon, elle était politiquement très engagée. Ensuite, il y a eu le problème qu'elle était juive aussi, et elle a dû partir, donc quitter Göttingen dès 1933, firent pencher la balance du mauvais côté malgré ses mérites et sa grandeur scientifique, qu'à cette époque personne ne mettait plus en doute. Pendant mes années à Göttingen de 1930 à 1933,
elle était sans doute le pôle le plus fort des activités mathématiques, si l'on considère à la fois la fécondité de son programme de recherche et son influence sur un large cercle d'élèves. Alors, donc là, vous avez une autre vision complètement de la question de la création. Il ne s'agit plus seulement de qualités individuelles, intellectuelles, cognitives. Il s'agit aussi à la fois de ces qualités, mais aussi d'un programme de recherche, aussi d'une insertion dans une communauté scientifique beaucoup plus large, dans laquelle elle exerce une influence sérieuse. Or, ces voies nouvelles, ce génie, est-il vraiment une source d'intégration complète dans la communauté mathématique de cette époque? La réponse est non. D'une part, parce qu'un certain nombre d'attitudes qu'elle peut avoir ne sont pas prises au sérieux ou sont déconsidérées par d'autres mathématiciens. Donc, je vous cite ici, par exemple, André Weil là-dessus. J'arrivais à Göttingen en novembre 1926, donc c'est exactement la même date, et Minotaire jouait le rôle de mère poule, protectrice, pleine de bonhomie, caquetant sans cesse. Moins désordonnés, ces cours auraient pu être utiles. Donc vous voyez ici que l'intégration complète à l'intérieur de la communauté mathématique n'est pas seulement due à un programme, à des qualités cognitives, etc. Il y a aussi une espèce d'image sociale, de comportement, qui est pris en compte subrepticement pour faire un jugement sur quelqu'un. Et une des conséquences de ça a été qu'elle n'a jamais eu de poste en Allemagne. Alors, il y a eu plusieurs études sur cette question. Je vous cite juste une citation là d'une lettre de Helmut Hasse, qui a été un de ses élèves et un de ses proches, en fait, mathématiquement. Et il y a de longues correspondances mathématiques entre les deux. Et qui, comme on vient de le découvrir grâce à certains collègues historiens, a exercé une influence pour qu'elle n'ait pas un poste permanent de professeur avec une chaire en Allemagne en 1928. Donc même si je l'estime beaucoup sur les questions scientifiques, je la considère totalement inadaptée pour une position normale de professeur à l'université, encore moins dans une petite université, celle dont il était question, où il n'y aurait qu'une personne à part elle pour améliorer ce qu'elle aurait gâché. Autrement dit ici, sa qualité mathématique fait qu'elle n'a pas de poste essentiellement, parce que les cours qu'elle pourrait donner seraient trop avancés. Elle aura ce problème d'ailleurs aussi aux États-Unis, où plusieurs personnes protesteront contre le niveau trop élevé des cours qu'elle donne. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'on voit à travers ces petites citations, bon, évidemment, je pourrais en donner beaucoup plus de la même sorte, si j'avais plus de temps, on voit que, à travers cette question de où sont les femmes, comment elles agissent, etc., on voit aussi des images de ce que sont les mathématiques et de ce qu'elles doivent être dans la société et dans la communauté mathématique dans son ensemble. C'est pourquoi je pense que c'est une question intéressante, un point de vue intéressant de continuer à les suivre. Ceci n'affecte pas que les questions de profession, etc. Là, je vous montre des photos de groupe qui montrent d'ailleurs, à mon avis, très bien les mathématiques comme activité individuelle collective, on en a parlé tout à l'heure. Ces questions n'affectent pas du tout et pas seulement ce qui se passe à l'intérieur du milieu mathématique, cela affecte aussi de nombreuses études qui prétendent discuter sur les mathématiciennes, sur les aspects cognitifs des mathématiciennes ou des mathématiciens, et sur les aspects cognitifs de la différence des sexes, en particulier par rapport aux mathématiques. Alors ça, c'est une de mes citations favorites, mais là encore, on pourrait les multiplier. C'est une d'une psychobiologiste qui a eu énormément de prix. Bon, elle est décédée maintenant, elle est décédée en 2013, mais c'est une psychobiologiste canadienne très connue, qui a fait énormément de travaux sur la cognition, en particulier sur la cognition différenciée selon les sexes. Et voilà ce qu'elle raconte à propos des mathématiques, justement. La résolution des problèmes est également différente chez les rats mâles et femelles. Vous apprécierez bien entendu la capacité mathématique des rats, qui est, comme chacun sait, extrêmement développée. Comme les femmes, les rats utilisent plus souvent les repères dans les tâches d'apprentissage spatial. Elles se servent d'indications comme les dessins sur les murs, plutôt que de repères géométriques tels les coins ou la forme des pièces. Cependant, en l'absence de repères non géométriques, elles recourent à des repères géométriques. Au contraire, les mâles utilisent presque exclusivement des repères géométriques, donc les coins ou la forme des pièces. Il ne me paraît donc pas étonnant que les femmes ne soient pas aussi nombreuses que les hommes dans les activités et les professions où interviennent l'orientation spatiale et le raisonnement mathématique, ingénieur ou physicien par exemple.
En revanche, je comprendrais qu'elles soient plus nombreuses dans les professions médicales où les facultés de perception sont essentielles. Bon, ça peut faire rire, bien entendu, mais comme j'ai dit, cette dame a eu énormément de programmes de recherche, elle a eu beaucoup de financement, et elle a publié des livres importants, elle a eu beaucoup de prix de la Société de psychobiologie, etc. Bon, ce qui me frappe là-dedans, évidemment, au-delà du côté un tout petit peu ridicule de l'assimilation des déplacements dans des labyrinthes aux mathématiques, ce sont les préjugés sur ce qui constitue vraiment des mathématiques. Le fait que, je pense, si on fait passer un questionnaire à des mathématiciens et des mathématiciennes pour savoir si quelqu'un qui réussit à déchiffrer des dessins, des signes et des formes géométriques et adapter ce qu'il va utiliser ou ce qu'elle va utiliser préférentiellement selon la disponibilité de ces différents outils, est-ce que cette personne est mieux adaptée ou moins bien adaptée pour faire des mathématiques que quelqu'un qui serait exclusivement attaché à regarder des formes géométriques? Je pense que la réponse serait claire. Les gens désigneraient la première personne comme plus adaptée à faire des mathématiques. Vous voyez au contraire que là-dedans, il y a un préjugé, un stéréotype sur ce qui constitue vraiment des mathématiques, qui est mis en œuvre pour essayer de faire une différenciation sur la cognition. Donc je pense qu'effectivement, les mathématiques ne sont pas un indicateur de genre, comme cette enquête le prétend, mais plutôt que le genre est un révélateur, ici, de l'image des mathématiques dans un public un tout petit peu plus général que la communauté des mathématiciens. Alors, à l'heure actuelle, évidemment, il existe de très nombreuses mathématiciennes dans le monde, je vais donner quelques chiffres un peu plus tard, et des mathématiciennes au plus haut plan. Enfin, bon, vous pouvez voir ici des mathématiciennes qui ont eu des positions très importantes, y compris évidemment Claire Voisin au milieu, qui est professeure maintenant au Collège de France et médaille d'or du CNRS depuis l'an dernier. Également donc Maria Mirzakhami, qui a eu la médaille Fields il y a quelques années. Ceci étant, je pense que cette question reste, la question des femmes, la position des femmes et des mathématiciennes dans la communauté mathématique, reste intéressante pour comprendre un certain nombre de perspectives sur cette communauté et son fonctionnement. Alors, pour la plupart des mathématiciens, et quand je dis la plupart des mathématiciens, je ne veux pas dire tous, loin de là, je connais des contre-exemples, la position qui serait que le peu de nombre de femmes dans les mathématiques ou les sciences serait due à des questions génétiques est maintenant vue comme dépassée. Je vous cite par exemple un extrait de la Gazette des mathématiciens, donc l'organe de la SMF, de la Société mathématique de France, qui a été écrit par un professeur de mathématiques au Canada. C'est l'université même où exerçait à un moment donné Dorine Kimura, que j'ai citée. Et donc ce collègue, lui, affirme de manière absolument claire qu'il n'existe pas de prédisposition génétique ou cognitive qui favoriserait les hommes par rapport aux femmes dans ces domaines. Donc ça, c'est la position, je dirais, majoritaire maintenant parmi les mathématiciens. Ceci étant, malgré ça, beaucoup de choses alertent les mathématiciens professionnels sur cette question des femmes. Et on va essayer de regarder ça un petit peu en détail pour voir pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer et en quoi ça est un révélateur de la situation à l'intérieur de la communauté mathématique. Donc, vous voyez ici quelque chose d'assez typique de l'inquiétude portée par cette communauté maintenant sur cette question des femmes en mathématiques. Ce sont les évolutions de la part des femmes, professeurs, donc c'est PR à gauche, et maîtres de conférences à droite. Je ne sais pas si je peux le... Oups. Bon, ça n'a pas l'air de marcher très bien. Donc, au sein des groupes disciplinaires de sciences et de techniques sur une assez longue période. Donc, ce que vous voyez, si vous pouvez réussir à lire, donc les mathématiques, je suis désolée, oui, c'est ça. Les mathématiques sont ici, mathématiques et informatique sont ici. Et vous voyez qu'au début de la période, dans les années 90, c'est plutôt légèrement au-dessus, la proportion des femmes, que pour d'autres types de sciences. D'accord ? Par contre, bon, pas tout à fait pour la biologie, en ce qui concerne les maîtres de conférences, mais c'est à peu près un des rares domaines dans lequel ce n'est pas le cas. Par contre, si on regarde les périodes plus récentes, on voit que la situation a absolument resté stable
pour les mathématiques, alors que par rapport à d'autres domaines, au contraire, la proportion des femmes a nettement augmenté. D'accord ? Donc c'est comme s'il y avait une espèce de plafond ici, qui bloquerait la possibilité pour les femmes de faire des carrières en mathématiques. Donc c'est typiquement le genre de schéma qui inquiète énormément actuellement la communauté mathématique. Je vais donner d'autres chiffres relativement significatifs. Donc, alors qu'on sait très bien, et Pierre-Louis Lyons l'a rappelé, que la différence entre mathématiques pures et mathématiques appliquées est de moins en moins pertinente, on peut le dire, il existe toujours, donc, dans le Conseil national des universités, qui distribue les carrières à l'université, 2 sections séparées, qui s'appellent la section 25 pour les mathématiques, donc mathématiques pures si vous voulez, et la section 26 qui s'appelle mathématiques appliquées et application des mathématiques. De plus en plus de postes, il faut le dire, sont attribués à 25-26, c'est-à-dire ne distinguent plus entre les deux, mais chaque personne ayant un poste à l'université actuellement doit être dans une de ces sections. Donc si on regarde ces 2 sections, de plus en plus arbitrairement distribuées, on constate des situations qui sont assez différentes. Donc, du côté des mathématiques dites pures, on trouve 6% de femmes au grade de professeur. Du côté des mathématiques dites appliquées, 16,7%, donc un pourcentage bien plus élevé en termes de professeurs. Donc, on pourrait regarder plus en détail la pyramide des âges, mais je ne le ferai pas. Au niveau des maîtres de conférences, là encore, des distinctions très importantes selon ces sections. 18,7% du côté des maths pures pour le pourcentage de femmes et 32,9% du côté des mathématiques dites appliquées, en tout cas des gens dépendants, des personnes dépendantes de la section 26. Donc, cette distinction pose problème, évidemment, d'autant plus que le contenu même des mathématiques qui sont concernées semble extrêmement peu différent. Donc, c'est une question qui est posée. Une autre question qui doit être posée aussi, évidemment, c'est celle du fameux plafond de verre qu'on constate de façon très claire. 18,7% au niveau maître de conférence contre 6% au niveau professeur et pour la section 26 application, 32 et 16% respectivement. Donc à l'université, une distinction importante selon qu'on considère plus ou moins d'application et également un plafond de verre. Donc, de manière plus résumée, donc, une légère augmentation du pourcentage des femmes si on regarde les maîtres de conférences sur une longue période, mais très peu si l'on regarde les niveaux les plus élevés de la hiérarchie, donc les professeurs, et ceci sur un fond, il faut absolument l'indiquer, sur un fond où les sections de mathématiques ont perdu en pourcentage du personnel par rapport à d'autres sections donc, des enseignants-chercheurs. Donc les effectifs des enseignants-chercheurs, toutes catégories confondues, ont augmenté de près de 22% sur 20 ans, entre 1997 et 2017. En revanche, les mathématiciens ont perdu, en général, entre 12 et 16% d'effectifs, ont perdu en maths pures près de 12% d'effectifs, et l'augmentation en section 26 a été beaucoup plus faible que dans l'ensemble des autres sections. Et donc un plafond de verre à l'université. Alors pourquoi ce sont des phénomènes intéressants ? Parce qu'ils vont contraster un petit peu à la situation au CNRS. Comme l'a dit aussi Pierre-Louis Lyons, il faudrait évidemment chercher bien ailleurs, dans l'industrie, dans d'autres branches de l'économie, la présence des mathématiciens. Il se trouve que c'est très difficile, alors peut-être on en aura en fin de journée, d'avoir des données statistiques sur ces personnels faisant des mathématiques dans d'autres branches de l'économie ou de la société, et que les seules données dont on dispose de façon assez sérieuse sont celles qui viennent du CNRS ou de l'université. Donc c'est celle que je vais vous donner ici. Donc au CNRS, là encore, un phénomène sur le long terme qui n'est pas ce qu'on attend, c'est-à-dire un phénomène où il n'y a pas une augmentation très forte du pourcentage des femmes parmi les mathématiciens. En fait, le nombre de femmes augmente très très peu. Bon, dans les toutes dernières années, il semble qu'il y ait une légère hausse, mais vous voyez par exemple que la grande hausse du nombre de mathématiciens à la fin des années 90,
donc qui est indiquée par la courbe verte totale, est en fait principalement une augmentation du nombre des hommes recrutés et pas du tout du nombre des femmes recrutées, ce qui veut dire que les pourcentages, évidemment, ont baissé largement. Donc ça, ce sont les données des hommes et des femmes au CNRS. Bon, je ne vais pas forcément détailler ces données. On voit un pourcentage de femmes qui est à peu près de 16,9% en ce qui concerne les chargés de recherche, donc le niveau équivalent à celui de maître de conférence à l'université. Par contre, on voit un phénomène qui est évidemment extrêmement intéressant et interpellant, c'est qu'au niveau le plus élevé, donc de la hiérarchie, donc au niveau des directeurs de recherche, les équivalents des professeurs à l'université, là, on a un pourcentage plus élevé de femmes, c'est-à-dire près de 20%. Autrement dit, il n'y a pas de plafond de verre au CNRS, alors qu'il y en a à l'université. Et évidemment, c'est un phénomène tout à fait bizarre et intéressant, qui interpelle non pas tellement sur les propriétés cognitives de ces deux populations, qui sont essentiellement recrutées à partir des mêmes viviers, mais plutôt sur les modes de promotion, les modes de recrutement, les modes d'accès à ces différents échelons de la hiérarchie dans deux institutions différentes, parallèles, très proches, mais dont les comportements sont visiblement extrêmement différents et qu'on voit refléter dans cette différence forte sur le sort des femmes dans les deux institutions. En fait, il est même tout à fait frappant que ce qu'on appelle l'indice d'avantage masculin, j'ai appris à l'occasion ce que c'était, donc je vous le livre, c'est le pourcentage de directeurs de recherche hommes par rapport à la population globale des hommes dans une section donnée sur la même chose par rapport aux femmes. D'accord ? Donc, cet indice, normalement, est censé montrer que les hommes sont davantage promus que les femmes. Et on attend donc un indice supérieur à 1. Les mathématiques sont le seul cas au CNRS où l'indice est inférieur à 1. C'est-à-dire les femmes au CNRS, en maths, sont mieux promues directrices de recherche que les hommes ne le sont. Donc c'est un cas d'exception tout à fait remarquable au sein du CNRS. Et c'est un phénomène qu'on peut vérifier dans le temps, c'est-à-dire ça date déjà depuis quelques années. Donc là encore, ça pose des questions à la manière dont cette communauté mathématique assure, disons, l'évolution des carrières, des métiers, des promotions de ces différents types de populations. Donc il n'y a pas de plafond de verre, et c'est pratiquement le seul cas, un des rares cas au CNRS où il n'y en a pas. Et puis, bon, une certaine tendance à la hausse. Alors, si je veux résumer donc la situation actuelle des mathématiciennes au CNRS, donc 750 femmes à peu près en France, à l'université ou au CNRS, sur 3500 mathématiciens et mathématiciennes, donc environ 21% de femmes parmi les mathématiciens, toutes sections confondues, 26% parmi maîtres de conférences et chargés de recherche, 12%, 13% parmi les professeurs et directeurs de recherche, avec des variations extrêmement fortes, comme j'ai dit, selon la thématique et selon l'institution où elles sont révélées. Alors je voudrais vraiment insister sur le fait que ces chiffres sont en fait des catégories, sont basés sur des catégories qui sont extrêmement difficiles à rendre précises. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans la journée, comme par exemple la catégorie 25-26 dont j'ai parlé, mathématiques appliquées ou pas appliquées. Ce sont des questions qui sont très délicates à mettre en œuvre de manière précise. Donc, qu'est-ce qu'on appelle vraiment application des maths à l'heure actuelle ? Bon, comment quelqu'un fait sa carrière entièrement d'un côté ou de l'autre de la barrière ? Des choses de ce genre qu'il faudrait regarder de manière beaucoup plus fine. Bon, mais je vous donne quand même ces indications-là. Alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est de faire une comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Donc, en particulier en Europe. Donc, il y a eu pas mal de chiffres qui ont été établis sur l'Europe par différentes associations, qui sont maintenant repris d'ailleurs par des associations de mathématiciens, plus seulement des associations militantes de mathématiciennes. Donc là, je vous donne deux séries de chiffres. Vous verrez que par rapport aux chiffres que j'ai donnés, qui sont basés sur les évaluations des administrations elles-mêmes, le chiffre de la France est légèrement plus élevé. Et je ne sais absolument pas comment ce chiffre a été obtenu par les associations en question. Donc là encore, un petit problème, donc de quelques pourcents. Donc vous voyez qu'en 1993, au début de ma période de référence, la France occupait une place relativement importante en ce qui concerne la présence des mathématiciennes.
donc près de 22%. Vous voyez aussi que la question du nord et du sud de l'Europe était tout à fait frappante, c'est-à-dire le pourcentage des femmes dans les pays du sud de l'Europe était bien plus élevé en mathématiques que dans les pays du nord de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Évidemment aussi des questions hiérarchiques, des questions de représentation des mathématiques dans les différentes sociétés, des questions de formation des mathématiciens dans les différentes sociétés qui n'étaient pas du tout les mêmes, des questions aussi de vision de ce que c'est qu'une carrière universitaire et de ce que c'est qu'un professeur d'université dans les différentes sociétés en question. À quel point ces carrières sont vues comme extrêmement valorisantes ou pas du tout. Leur salaire aussi par rapport au salaire moyen dans les sociétés, ce genre de choses. D'accord ? Bon, si vous regardez ce qui se passe en 2011, je n'ai pas les chiffres plus récents, vous voyez que la situation a changé dans beaucoup de pays, mais pas du tout en France. Et pas du tout non plus d'ailleurs dans les pays où le pourcentage était vraiment très important déjà. Donc, c'est plutôt ce changement, et ce changement qui laisse la France maintenant dans une position, disons, beaucoup moins privilégiée qu'elle ne pouvait l'être en 1993, qui a beaucoup interpellé ces derniers temps les communautés de mathématiciens en France. Deux choses à dire, évidemment, c'est que, comme j'ai eu l'occasion de le dire dès les années 90, ces différences de chiffres, ces différences de pourcentage dans les différents pays semblent suggérer vraiment que les aspects cognitifs sont très peu importants dans cette affaire. Il est difficile de croire que la cognition des femmes change à la frontière franco-allemande, par exemple. Vous voyez 22% et 3%. Bon, ça me paraît peu probable, disons, en tout cas. Ce n'est pas une hypothèse très intéressante à suivre. D'autant plus qu'en 2011, maintenant, les pourcentages se sont complètement rétablis. Alors, il faudrait faire des distinctions que je ne vais pas faire là sur les degrés les plus élevés de la hiérarchie, où là encore, on retrouve des situations qui ne correspondent pas forcément au pourcentage moyen dans les différents pays. Mais vous voyez quand même qu'un certain nombre de pays, l'Allemagne en particulier, qui est passée de 2,7% à 20%, ou l'Angleterre, ont quelque part essayé de corriger ce problème, ou en tout cas l'évolution spontanée dans ces pays a partiellement corrigé ce problème. Alors là, je vous donne encore un tableau de chiffres. Bon, c'est peut-être pas la peine de revenir en détail là-dessus, mais il vous montre vraiment des différences très très spectaculaires sur ces différents aspects. Donc ce constat a été fait par exemple Christian Cassel, donc un autre professeur, collègue de mathématiques, qui est à Strasbourg, qui était président du comité scientifique de l'INSMI, l'Institut des sciences mathématiques au CNRS, en 2014. Donc tous les indicateurs montrent que la situation des femmes en mathématiques, en France, se détériore au lieu de s'améliorer comme elle le fait dans d'autres disciplines ou dans d'autres pays. À noter le petit nombre de femmes professeurs en section 25, donc les fameux 6% que je vous ai montré tout à l'heure, une espèce en voie d'extinction. En fait, Christian avait fait une sorte d'évaluation de ce qui resterait comme de femmes professeurs en section 25 avec le taux actuel d'évolution, et il avait décidé qu'en 2050, il n'y en aurait plus du tout. Donc une action volontariste à tous les niveaux, recrutement, promotion, est désormais nécessaire. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que par rapport aux citations que j'ai pu vous donner au début de mon intervention, le problème est vu maintenant comme un problème institutionnel. Et ça, c'est une véritable différence. Une différence qui, à mon avis, pose à peu près autant de problèmes qu'elle n'en résout. Donc c'est pour ça que je voudrais le montrer tel quel, parce que institutionnaliser le problème, ça veut dire aussi institutionnaliser ces solutions, c'est-à-dire regarder les solutions qui peuvent être institutionnalisées. Donc celles qui peuvent l'être très facilement, c'est de mettre par exemple un certain nombre de femmes minimales dans des comités variés, des comités de revue, des comités de recrutement. Donc il y a des lois maintenant pour qu'il y ait un pourcentage minimal de femmes dans les comités de recrutement, différents autres types de comités, je ne sais pas, les comités du FR, les comités scientifiques, etc. Ça ne veut pas dire, bien entendu, et donc depuis que ces lois ont été mises en place, la situation n'a pas évolué drastiquement sur ce point-là. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que les recrutements ou les promotions vont se faire de manière différente. Donc là, il y a déjà aussi une espèce de préjugé sur le fait que si des femmes sont dans des comités de recrutement, elles vont recruter des femmes, ce qui est notoirement faux, enfin, comme on l'a vu dans les différents comités de recrutement qui ont été mis en place.
Par ailleurs, bien entendu, ces solutions institutionnelles supposent quelque part une espèce d'identité, de hiérarchie de valeurs entre ce qui se passe en mathématiques et ce qui se passe dans le reste des sciences, dans le reste des disciplines, voire dans le reste de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on discute, et ça m'est arrivé, avec des personnes en charge de ce genre de questions dans les institutions, elles voient comme solution, ou ils voient comme solution, le fait de rendre des femmes plus importantes dans des postes administratifs. Et il n'est absolument pas clair, bien au contraire, que pour la hiérarchie des valeurs des mathématiciens, les postes administratifs soient si importants que ça. Donc, on a vu d'ailleurs dans l'intervention de Pierre-Louis Lyons qu'il a mentionné principalement la recherche, l'enseignement, la collaboration, les questions de revues, de journaux, etc., les communications entre mathématiciens, mais il n'a jamais mentionné l'administration. Bon, c'est sa position peut-être privilégiée au Collège de France, mais néanmoins, c'est certainement pas quelque chose que beaucoup de mathématiciens ont envie de mettre en avant. Donc, quand je parle de ça, je veux dire que cette différence de valeur est tout à fait instructive entre ce qui sont les valeurs mises en avant par les communautés de mathématiciens elles-mêmes et puis ce qui est mis en avant par les communautés en général qui s'occupent plus généralement des problèmes de représentation des femmes dans la société. Donc, par exemple, il y a eu de la mission parité du CNRS un programme qui s'appelait Integer. J'ai bientôt terminé. Un programme qui s'appelle Integer, qui était destiné à définir des bonnes pratiques, en particulier pour les domaines du CNRS où les femmes sont très minoritaires, et ça incluait particulièrement les mathématiques et la physique théorique. Et donc vous voyez ici toute une liste de propositions, impliquer les dirigeants, agir sur la structure organisationnelle. Donc là, on voit plutôt des questions de répartition homme-femme dans les instances, par exemple, ce genre de choses. Favoriser l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, avec des mobilités, etc. Donc ça aussi, c'est tout à fait instructif. Je veux juste donner un exemple de ça, sur la question de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Le CNRS, à l'occasion de cette mise au point des bonnes pratiques, avait distribué un questionnaire. Et une des questions qui était posée était « Est-ce que la liberté est une question importante pour vous, mathématiciens, dans le choix de votre carrière et le choix de votre profession ?» Et évidemment, en mathématiques, un nombre incroyable de personnes ont répondu oui, y compris moi d'ailleurs. Et je pense que si on avait posé la question à Pierre-Louis Lyons avant, il aurait répondu la même chose. La liberté de s'organiser, la liberté de choisir sa recherche, la liberté de définir son temps de travail dans la recherche en mathématiques, c'est quelque chose qui est tout à fait, je pense, très important. Bon, il y a peut-être des gens qui vont dire le contraire, mais en tout cas, là, le questionnaire était tout à fait clair là-dessus. La plupart des gens ont répondu oui à cette question. Si vous répondiez oui à cette question, vous étiez envoyé sur un deuxième sous-questionnaire. Et là, on vous disait, à quoi employez-vous le temps que vous avez ainsi libéré ? À vous occuper de vos enfants, à faire du shopping, à vous occuper de vos parents âgés, bon, etc. Et là, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et la sensation générale était évidemment qu'on avait été complètement pris au piège. Et je pense aussi qu'il était tout à fait significatif pour le contraste entre ce qui était vu comme des valeurs sociales et des valeurs au sein des mathématiques, cette interprétation d'une question aussi bête que celle-là. Il y avait d'autres cas tout à fait analogues là-dessus. Bon, donc voilà, donc, vous voyez un certain nombre de bonnes pratiques du CNRS, avec soutenir les études sur le genre, prendre en charge les coûts de garde des enfants pendant les conférences, télétravail en recherche, c'est particulièrement intéressant. Et puis d'autres qui, à propos des recrutements et des promotions, qui étaient quand même le signal fort envoyé par la communauté qu'il y avait un problème, encourager les femmes à candidater. Bon. Alors, en fait, bon, je ne vais pas passer vraiment là-dessus, mais nous avions fait à cette occasion un stage qui visait au contraire la question justement d'encourager les femmes à candidater, en particulier en leur faisant passer systématiquement des HDR, etc. Et on s'était rendu compte qu'en fait, les problèmes principaux n'étaient pas dans le fait de garder ses enfants aux conférences, mais plutôt le fait de d'abord ne pas être informé sur les possibilités et surtout de subir beaucoup de pression extrêmement fluide, extrêmement difficile à pointer, sur le fait qu'il faut certains types de qualités pour
oser penser, candidater à une position de professeur, etc. Et là, on revient sur la question, par exemple, des citations que je vous ai montrées à propos des minotaires au début, c'est-à-dire le fait qu'une carrière extrêmement brillante, des recherches absolument spectaculaires, dans certains cas, n'ont pas le même effet si vous êtes une femme ou un homme, et d'autres critères, comme celui, par exemple, d'être capable d'enseigner des cours élémentaires, vont être mis en avant de manière totalement différenciée dans le cadre de conversation ou dans le cadre de recrutement entre les hommes et les femmes. Donc il y a des questions beaucoup plus subtiles de hiérarchie et de critères mis en avant qui ne sont absolument pas pris en compte dans ces mesures institutionnelles dont j'ai parlé. Donc, bon, on pourrait commenter un peu plus en détail. Je vais m'arrêter là. Je vais en tout cas passer très brièvement là-dessus. Je voudrais juste souligner que sur ces questions, si on veut vraiment comprendre très bien comment la présence des femmes peut ou non donner des indicateurs sur les valeurs en mathématiques, il faut s'interroger à une autre échelle, je pense, que celle choisie par les institutions. En effet, on voit très clairement que ce qui peut être une bonne pratique à un niveau ne change pas toujours les pratiques à un autre niveau. Donc, j'ai parlé du comité de recrutement. Les bonnes pratiques peuvent avoir de mauvais effets. Et il y a eu une pétition organisée par certaines mathématiciennes pour protester contre l'obligation d'un pourcentage élevé de femmes dans les comités de recrutement et les différentes instances, parce que, vu leur petit nombre, évidemment, ça leur donnait un surcroît de travail absolument spectaculaire qui les empêchait de faire de la recherche. Donc, bon. Aussi, la question de l'indépendance des niveaux opératoires dans le système français, qui est tout à fait instructif là-dessus, qui ne touche pas que les mathématiques, mais qui touche en particulier les mathématiques, et qui est très différent de ce qui se passe, par exemple, dans d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, où un conseil simple était que chaque directeur de laboratoire encourage la promotion des femmes au niveau professeur ou directeur de recherche ou quoi que ce soit de ce genre, ce qui est évidemment impossible en France, puisqu'il s'agit de concours séparés qui ne sont pas organisés au niveau local, et en particulier pas au niveau des laboratoires, des choses de ce genre. Ceci étant, j'ai parlé surtout de ce qui se passe au niveau de la communauté des mathématiciens, donc à l'intérieur du milieu professionnel. Est-ce que ça touche ou pas le recrutement de façon plus générale? Est-ce que ça touche ou non les stéréotypes, qui sont toujours aussi actifs ou non? La question est oui. Donc je veux juste terminer autour de cette question. Voici quelque chose qui a fait un petit scandale en 2011, qui était un t-shirt qui a dû être retiré de la vente quand même, mais bon. Faites des envieuses parmi vos camarades de classe avec ce t-shirt pour filles allergique à l'algèbre. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ça parce qu'on constate que, et ça a été aussi dit par Pierre-Louis Lyons, dans un cadre plus général social, il peut être vu comme extrêmement valorisant de détester les mathématiques. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, moins en France, je pense, qu'aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui a été tout à fait remarqué. Plus concrètement, plus directement, peut-être plus gravement, il y a un mois de cela, Réviser son bac avec le monde, la partie mathématique a été publiée, encouragée par différentes associations. La seule femme qui est montrée là-dedans est celle que je vous ai montrée en haut, le guide pratique. Donc vous voyez qu'elle a vraiment besoin d'aide en mathématiques. Et il y a un chapitre qui est consacré aux mathématiciens contemporains emblématiques, ceux qui ont vraiment fait changer les maths au XXe siècle. Il y a 6 hommes sur 6 personnes. Aucune mention d'une femme mathématicienne à aucun moment. Je dois dire qu'une vraie différence a été qu'à la sortie de ce numéro spécial, les présidents de toutes les associations représentatives des mathématiciens français, donc la SMF, la SMAI, également le vice-directeur du CNRS, enfin de l'INSMI, ont écrit au Monde pour protester contre cette situation, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, mais montre bien quand même que, effectivement, les interférences de stéréotypes, agissent de manière assez forte encore, et qu'il serait intéressant de se poser la question de l'interférence de ces stéréotypes entre sexes, disciplines, c'est-à-dire pas seulement qu'est-ce que les femmes doivent changer dans leur comportement, mais qu'est-ce que les mathématiques, comment les mathématiques sont construites de manière à exclure les femmes dans leurs valeurs par justement ces interférences de stéréotypes. Donc c'est aussi quelque chose qui est, à mon avis, important de regarder pour mieux comprendre à la fois les mathématiques
et éventuellement la présence des femmes en mathématiques, mais déjà directement comprendre mieux comment fonctionnent les mathématiques et leur valorisation. Merci. Merci.